Est-ce que ça marche bien? Oui, ça a l'air de bien marcher. J'ai bien le truc. Eh bien bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro des Mercredis de l'Espoir, donc du 3 mars, consacré aujourd'hui à une nouvelle série qui commence autour du Tao spirituel. Premier épisode, nous allons présenter un petit peu de quoi il s'agit et parler plus précisément des notions d'entropie et de négantropie. Voilà pour le sujet de ce soir. Alors, avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le plan d'urgence est établi, je dirais, au moins dans les principales questions qu'on voudrait vous poser. Et donc, le questionnaire est en place sur le site. Vous êtes invité à participer au choix des mesures donc, à mettre dans le plan d'urgence. Et donc nous attendons votre participation la plus large, évidemment, bonsoir, pour dire quelles mesures les Français souhaitent qu'ils soient mises en œuvre si le candidat soutenu par une perspective de la 6e République était élu en 2022. Donc voilà l'idée de ce plan d'urgence. Donc je vous renvoie à l'émission qui décrivait ça, qui était la semaine dernière. Et donc pour vous faire une idée de ce qu'il y a, comment est-ce que ça a été construit et ce que vous pouvez tous apporter dans cette consultation très large. Autre sujet important, autre action, le manifeste émergence, le manifeste fondateur de une perspective, la 6e République, celui autour duquel tout s'articule et qui explique, qui donne, je dirais, l'épine dorsale de la démarche et en quoi elle peut réussir en 2022 et sortir de la situation de blocage du duel Macron-Le Pen que nous annonce d'ores et déjà, avec la victoire annoncée de Macron, évidemment, ou d'un équivalent. Donc, émergence, son petit frère, émergence idéologique, bien sûr. Vous pouvez le commander soit en envoyant un mail, soit en envoyant un chèque à l'adresse suivante. Vous pouvez même en commander en nombre pour en diffuser autour de vous. Et le manifeste également émergence spirituelle, qui est donc le troisième volet de ce manifeste, qui en comportera 5 au total, donc qui est en cours de rédaction, qui demande beaucoup de travail et beaucoup de
de mise au point, je dirais, pour qu'il soit accessible à la fois pour le plus grand nombre, mais qui donne aussi une matière et une densité suffisante pour justement avoir un rebond civilisationnel comme nous allons en parler ce soir. Il est indispensable. Donc maintenant, vous savez que nous avons une citation de Lao Tse, généralement Lao Tse, qui démarre les mercredis de l'espoir, et qui est en rapport évidemment avec le sujet de ce soir. Alors c'est le verset 32 du Tao Te Ching. Alors verset, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, l'aphorisme peut-être. Le Tao ne peut être perçu. Plus petit qu'un électron, il contient d'innombrables galaxies. Toutes choses finissent dans le Tao, comme les rivières se jettent dans la mer. Voilà. Donc c'est complètement en rapport avec le sujet de ce soir, justement, avec la genèse de l'univers et en quoi justement ça correspond au Tao et pourquoi toute cette démarche. Alors, justement, quel est l'agenda de ce soir? Donc, autour du Tao spirituel, de l'entropie et de la négantropie. Donc, on va introduire déjà cette nouvelle série, dont nous sommes au premier épisode. Donc, cette introduction, il y aura quelques éléments, dire nécessité d'une nouvelle spiritualité. Pourquoi est-ce que une perspective de la 6ème République, qui est une démarche à la base politique, se préoccupe également de spiritualité? Donc on va expliquer pourquoi. Les caractéristiques que devrait avoir cette nouvelle spiritualité. Qu'est-ce que c'est que le Tao? Et quelles sont ses limites et qu'est-ce qui amène à définir, donc ce sera l'objet justement du manifeste émergence spirituelle, le Tao spirituel. Dans le prolongement de ça, il est nécessaire de définir les notions d'entropie et de négantropie, qui sont des principes de la thermodynamique, et au moins pour le premier, tout du moins, qui sont aussi très liés, comme nous allons le voir, avec cette démarche spirituelle, et nous allons voir pourquoi, et en quoi c'est particulièrement intéressant. Donc voilà l'agenda de ce soir. Alors, nécessité d'une nouvelle spiritualité. Alors, c'est pas nouveau, on en a parlé déjà le mercredi 5 août dernier, donc je vous renvoie à l'émission des mercredis de l'espoir du mercredi 5 août, où il n'était pas encore du tout question du Tao, c'était vraiment l'identification du fait que pour un rebond civilisationnel, et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, ce dont nous avons besoin, le volet spirituel était absolument incontournable. Et donc, voilà, ça fait l'état des lieux de tout ça, et puis ça regarde un petit peu les différents apports, les différentes choses à partir desquelles on pourrait s'inspirer. Mais à l'époque, quand j'ai fait cette émission, qui était une émission un peu longue, elle fait près d'1h30, mais enfin, je pense qu'elle est particulièrement intéressante, je vous invite à la revoir, même si on va en reparler ici. En résumé, elle est beaucoup plus détaillée. Elle apporte le substrat qui dit, ce qu'il faudrait faire. Et donc, depuis, les travaux ont continué, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, qui sera synthétisé dans le manifeste émergent. Quelle est la situation? Vous connaissez la situation, c'est nous allons vers la barbarie. Dans toutes ses dimensions, le réchauffement climatique, l'islamisation, le terrorisme, le transhumanisme, etc., la pollution, la déliquescence des liens sociaux et de la société, la dénatalité, des gens les plus avancés, c'est des gens les plus éduqués, l'éducation qui s'effondre, etc. Tout cela, et la montée de la violence, vous voyez, je vous renvoie aux chroniques des barbaries, on va vers la barbarie, c'est incontestable. Le contraire de la barbarie, c'est la civilisation, justement. Et
nous voyons bien que, et c'est pas que moi qui le dis, c'est d'autres auteurs, que nous sommes dans une crise de civilisation et que la civilisation actuelle est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on est à une fin de cycle et l'idée, c'est d'enclencher le début d'un autre, parce que sinon on va sombrer dans la barbarie. Et il y a de grandes chances, enfin on a déjà été dans une très grande barbarie lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait quand même une 60aine de millions de morts. C'est quand même considérable. Oui, on a multiplié par 10 par rapport à la Première Guerre mondiale. Je vous donne une idée de ce que pourrait être si on plongeait dans une barbarie du même ordre, le nombre de morts que ça représenterait. Et les dégâts, peut-être même, certainement même, irréversibles. Donc, il faut absolument éviter ça à tout prix. Et donc, l'idée, c'est de débuter un autre cycle, justement. On voit qu'il y a un cycle qui doit s'achever, qui est en train de s'achever d'une manière ou d'une autre, et on peut en sortir par le bas, et ça s'appelle la barbarie, ou par le haut, et c'est un rebond civilisationnel, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de poser, justement. Et pour un rebond civilisationnel, la question c'est, comment est-ce qu'on peut initier ça? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et il faut adresser 4 dimensions qui sont à la base de toute civilisation. La dimension idéologique, c'est-à-dire donner un cadre théorique qui explique un peu quel fonctionnement, sur quel principe vont fonctionner la société. Et ce cadre théorique, nous avons des outils aujourd'hui assez élaborés, avec plein de philosophes qui ont travaillé, dont Marx est un des plus notables, mais il y en a plein d'autres, mais qui ont établi justement le fonctionnement des sociétés et tout ça. Ces fondements idéologiques étaient peut-être plus intuitifs, je dirais, dans les autres par le passé, mais c'est un fondement qui est nécessaire en tout état de cause. Une chose qui est tout à fait fondamentale, et qui est en accord aussi avec cette idéologie, ces 4 dimensions forment un tout quelque part, c'est aussi la dimension spirituelle. Et là je vous renvoie justement à l'émission du mois d'août dernier, c'est prouvé, je dirais scientifiquement, historiquement, à la base de toute civilisation, il y a une spiritualité. Il n'y a pas de nouvelle civilisation et de rebond civilisationnel, donc sans spiritualité adéquate. Donc c'est une dimension complètement incontournable. Il y a aussi une dimension sentimentale. Quels sont les rapports humains? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont s'établir en relation, en couple, et faire que la civilisation va se développer, va faire des enfants, tout simplement. C'est aussi trivial que ça, au final. Parce qu'une civilisation qui ne fait plus d'enfants, comme on le voit avec la dénatalité actuelle, alors qui est paradoxal, parce qu'on est toujours sur une trajectoire, malgré tout, de croissance globale de la population mondiale, avec en même temps une dénatalité des gens les plus éduqués. Donc, vous voyez, le déséquilibre et la trajectoire vers laquelle ça emmène quasiment fatalement, quoi. Et donc, la dimension sentimentale est évidemment importante, mais nous y reviendrons. Et puis la dimension politique, qui est la dimension qui fait que les choses deviennent possibles et qu'elles se rendent effectives dans les réalités quotidiennes. Donc la force politique, la dimension politique est évidemment tout à fait importante, et c'est la dimension de base d'ailleurs d'une perspective de la 6ème République. Rebond civilisationnel aussi, parce que on récupère toujours les meilleures pierres, les pierres de l'ancienne civilisation. On construit jamais de rien, on construit toujours sur ce au quoi on est arrivé, sur les meilleures pierres de l'édifice précédent, donc des civilisations précédentes, et en l'occurrence, nous, de la civilisation judéo-gréco-chrétienne. Alors, donc, tout correspond, c'est ce que je disais à l'instant, c'est donc à toute civilisation correspond une spiritualité fondatrice, c'est un fait historique. Et une autre chose importante, c'est que la spiritualité ne s'adresse pas à la raison, comme la politique, elle s'adresse au sens, elle s'adresse à l'émotion, elle s'adresse à l'âme, je dirais quelque part, à l'esprit. On n'est pas dans le raisonnement comme la démarche idéologique.
hein. Donc ça, c'est très important. Et c'est du coup fort mobilisateur. Parce que c'est partagé, les émotions, les sens sont partagés par tous les êtres humains. Les facultés de raisonnement, bon bah tout le monde en a plus ou moins, hein. Voilà, Coluche disait l'intelligence est la chose la mieux répartie, tout le monde pense en avoir suffisamment. Bon, disons qu'il y a quand même un certain nombre d'inégalités dans ce domaine, hein, qui sont évidentes. Ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, hein, parce que les philosophes, ils ne s'expriment pas forcément dans un vocabulaire très courant, hein, donc c'est pas forcément facile non plus de comprendre ça. Ça crée aussi une culture commune. La spiritualité va permettre ce qu'on appelle le vivre ensemble aujourd'hui, mais quand vous avez une culture commune, vous n'avez pas besoin de parler de vivre ensemble, vous avez juste la même culture, vous vivez ensemble naturellement. Vous voyez ? Si vous avez la même culture, vous n'avez pas, voilà. Et donc l'idée est d'avoir une culture commune. Parce que le vivre ensemble, ça veut dire, c'est plutôt souvent le vivre côte à côte ou face à face. Donc créer une culture commune, ça permet justement de partager un certain nombre de valeurs ensemble qui font que il n'y a pas besoin de se dire j'ai besoin de vivre ensemble, toutes ces notions de tolérance, etc. Si vous devez tolérer, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez ? Donc il y a un problème. Et c'est aussi le domaine des convictions, des croyances qui sont accessibles à tous, justement. Hein. C'est la base de cette culture, mais c'est des choses, des vues qui sont partagées par tous, qu'on soit justement intellectuel ou pas intellectuel. Quel que soit son niveau d'études ou d'éducation, eh bien on peut partager cette même spiritualité, cette même façon de voir les choses. Et puis, une spiritualité, c'est aussi une dimension qui est transcendante à la vie, c'est-à-dire qui permet aussi, qui est une aspiration humaine quand même très fréquente, c'est d'avoir quelque chose qui dépasse nos simples petites existences quotidiennes et parfois un peu monotones, eh bien, d'être dans une dimension qui transcende nos propres vies, qui part de nos ancêtres et qui se prolonge dans le futur, voire dans l'éternité, pour ceux qui prédisent le paradis. Je ne suis pas sûr que l'éternité soit très enviable, mais bon. Et c'est une dimension qui est ignorée par les matérialistes le plus souvent. Ou alors, ils ont recréé une pseudo-religion, même si on ne le dit pas, mais le marxisme, il y avait une part de ça, hein, dans le marxisme, il y avait un côté spirituel aussi dans les mouvements communistes. On recréait quelque part une forme de spiritualité. Hein. Bon. Malheureusement, on a bien vu ce que ça donnait, mais tout en niant cette dimension spirituelle. Mais il y avait une dimension comme ça qui a été relevée par différents auteurs, notamment Raymond Queneau, il y a quelques écrits intéressants à ce sujet-là. Alors, toujours dans cette introduction, qu'est-ce qu'on avait relevé au mois d'août comme caractéristique qui serait intéressante, que devrait avoir cette nouvelle spiritualité ? Eh bien, une spiritualité, déjà, toute spiritualité, elle doit couvrir une multitude de champs. Donc là, j'en cite quelques-uns. C'est notre rapport à l'univers, notre rapport à la mort, notre rapport à la nature, comment est-ce que l'on vit, qu'est-ce que c'est que le bien, le mal, l'amour au quotidien, l'introspection, le besoin de croire, la survie de l'âme, tous les aspects symboliques. Voilà, toutes ces dimensions, tous ces champs qui doivent être couverts, qui doivent être adressés par une spiritualité. Et donc, donc il faut que cette spiritualité englobe tous ces champs, adresse tous ces champs. Donc, on avait posé un certain nombre de choses, et là, c'était comment se découpe en définitive notre univers. Hein. Et puis, on était arrivé à une explication où il fallait arriver à un niveau métaphysique, ce qui, dans le modèle qui est présenté là, est ce que j'appelle une méta-classe. C'est un peu formel. Et l'instanciation de cette méta-classe, de cette métaphysique, c'est notre univers. Donc qui englobe tout, tous les niveaux de modélisation inférieurs
qui englobe toute notre réalité. Hein. Il n'y a qu'une seule occurrence. Univers, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Hein. Et donc c'est notre univers. Et via le Big Bang, eh bien, cette méta-classe, elle se projette, elle se construit, et donc ça se construit en produisant cet univers au travers du Big Bang. Bon, peut-être un peu obscur, dit comme ça un peu rapidement. Je vous renvoie vraiment à l'émission du mois d'août pour aller plus loin là-dessus. Et cette méta-classe, cette métaphysique, contient son principe en lui-même, donc elle est singulière, il est forcément, c'est un niveau ultime qui est forcément unique également. Et c'est ce que j'avais appelé à l'époque l'Esprit Saint. Hein. Je n'avais pas trouvé d'autres mots à ce moment-là. J'appelais ça l'Esprit Saint, qui me semblait le concept pour des gens qui sont de religion chrétienne à la base dans notre civilisation, et le concept qui se rapproche le plus de ce que c'est que ça. Et du coup, autre caractéristique, donc voilà un petit peu le décor. Autre caractéristique que je peux peut-être ajouter maintenant, mais qui était déjà peut-être contenue dans l'émission du 5 août, mais là je pense que c'est intéressant d'insister dessus, c'est, voyons ce que dit Schopenhauer sur ce sujet-là et sur la connaissance notamment. Le savoir est d'une matière plus dure que la foi. Le savoir au sens scientifique, hein, d'accord ? Le savoir est d'une matière plus dure que la foi, si bien que, s'ils s'entrechoquent, c'est la foi qui se brise. Tous deux sont en tout cas choses fondamentalement différentes qui, pour leur bien respectif, doivent rester rigoureusement séparées, de telle sorte que l'on suive son chemin sans même faire attention à l'autre. Donc ça, c'est ce que disait Schopenhauer au XIXe siècle. Mais pourquoi est-ce qu'il disait ça ? C'est très paradoxal, parce qu'une spiritualité, une de ses fonctions essentielles, c'est justement de donner une explication, une justification du monde tel qu'il est. C'est la raison numéro 1. Toute spiritualité, tout mythe, donne une explication du monde. Et donc, dire ça, comme le dit Schopenhauer, c'est très daté, je dirais. C'est très en rapport, justement, avec les découvertes scientifiques, à l'époque Darwin, etc., qui remettaient en cause tout Adam et Ève, et donc la théorie de l'évolution qui entrait en percussion totale, bon, après Galilée, etc., les siècles précédents. Donc, en fait, ça remettait complètement en cause tous les dogmes monothéistes. Et donc, ça veut simplement dire une chose. Et donc, il y a une grosse contradiction là. On donne une explication du monde, mais l'explication du monde, elle n'est pas valable. Et donc, il ne faut pas les rapprocher pour cette raison-là. Non, ça n'a pas de sens. Une spiritualité doit donner une explication du monde, et une explication du monde qui est cohérente avec ce que l'on observe et ce que l'on connaît. Et c'est simplement juste l'essai de sauver, en fait, les spiritualités existantes qui amènent à tenir ce genre de discours. Mais ça, là on est vraiment en disruption totale avec les fondements de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est mythe, justement. Et donc ça, là c'est pas possible, je dirais, je m'inscris vraiment en faux par rapport à cette affirmation. Et la caractéristique que doit avoir le Tao spirituel, donc la spiritualité pour une nouvelle civilisation, elle doit absolument être en accord avec les découvertes scientifiques. Il faut qu'elle soit compatible avec les connaissances que l'on a. Sinon, ça veut dire qu'elle est fausse, tout simplement, et qu'elle raconte n'importe quoi. Hein. C'est tout. Donc, c'est une caractéristique fondamentale. Et nous allons voir que non seulement on y arrive, mais on a même plus que ça, vous allez voir. Donc depuis le mois d'août, moi j'ai cherché justement en disant, on va pas quand même essayer de repartir de zéro quand même, on va essayer de trouver
des spiritualités qui sont déjà dans cette veine-là. Si on peut réutiliser des choses, s'inspirer du passé c'est les meilleures briques, comme je disais, les meilleures pierres du passé pour construire l'avenir, eh bien, pour construire la nouvelle civilisation, il est clair que c'est tout à fait profitable. Et donc, cette méta-classe, que j'avais appelée à l'époque le Saint-Esprit, eh bien, j'ai trouvé un mot qui, lui, pour le coup, correspond beaucoup plus, c'est le Tao. C'est donc que l'on trouve dans la philosophie chinoise. Donc c'est un des courants philosophiques chinois. Donc Lao Tzu, c'est vraiment le Tao Te Ching, dont je cite des extraits en début d'émission, en est vraiment l'expression première. Et donc, qu'est-ce qu'on dit du Tao? En fait, le Tao, c'est un principe indéfinissable à l'origine de tout. Donc nous, c'est exactement ça correspond vraiment à ça, puisque cette métaclasse, elle est en dehors de notre univers, donc elle est inconnaissable en tant que telle, en profondeur. Elle ne relève pas du domaine scientifique. On voit que les manifestations, on voit ces manifestations, mais ce modèle, et bon, ça sera expliqué dans le manifeste spirituel, ce modèle, il est en dehors de l'univers, et donc on ne peut pas le connaître a priori, c'est inconnaissable à jamais, parce qu'on n'est plus dans le domaine de ce qu'on appelle la science. Donc c'est un principe à l'origine de tout. Et si on regarde, si on prend les quelques citations, mais il y en a d'autres, justement du Tao Te Ching, qu'est-ce qu'il dit? Au début était le Tao. Toutes choses en jaillissent, toutes choses y retournent. On voit qu'on n'est pas loin. Hein. Il est caché, mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il est plus ancien que Dieu. Vous voyez, donc, on est vraiment sur quelque chose, et c'est un principe, c'est pas un dieu le Tao, c'est pas du tout un dieu, c'est un principe, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à connaître, on a mis simplement un nom dessus, et d'ailleurs c'est la citation suivante. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait, avant que l'univers ne fût né. Serein, vide, solitaire, immuable, infini, éternellement présent. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Vous voyez? Donc là, on est vraiment pile dans ce que j'appelle, moi, ma méta-classe. Donc, voilà. Donc, pourquoi ne pas réutiliser quelque chose qui a été, je dirais, découvert et redécouvert au fil du temps, il y a 2600 ans maintenant. Hein. Et même avant ça, parce que même Lao Tzu s'inspire déjà de penseurs antérieurs. Il y fait référence, en fait. Donc ça vient vraiment du fond des âges, quoi. Et donc, c'est pas pour ça que c'est juste, mais enfin, ça donne du poids malgré tout, on peut pas le nier. Et on est vraiment très exactement dans ça. Donc, eh bien, voyons si cette brique essentielle, on peut s'en servir et en quoi. Alors, il y a aussi des limites au Tao. Hein. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce que j'appelle le Tao spirituel, parce qu'il y a un certain nombre de limites, parce que dans le Tao, il y a un certain nombre de paradoxes qui sont relevés dans le manifeste spirituel. Les taoïsmes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul taoïsme, donc c'est la pratique, je dirais, spirituelle du Tao, qui est le Tao, c'est plutôt une philosophie plutôt qu'une religion, entre guillemets. Et justement, les taoïstes sont plutôt devenus des religions. Et si on lit les préceptes de Tao Te Ching, le Tao Te Ching, on voit bien qu'il est contre, enfin, il dit, si on crée des religions, on s'éloigne du Tao. Vous voyez, c'est assez différent. C'est pour ça que je parle vraiment de spiritualité et pas de religion. Parce que être dans la religion, c'est déjà s'écarter du Tao. Et donc, dans les taoïstes tels qu'ils ont été pratiqués, il y a vraiment des écarts très importants au principe. Et je pense qu'il faut vraiment en revenir justement à ces principes fondateurs si on veut s'en inspirer. Et puis il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources, notamment occidentales, notamment chrétiennes. Bon, on parle de Simone Weil en particulier, hein, qui est une source tout à fait qui est imprégnée, je dirais, dans les aspects
fondamentaux de ce qu'était le christianisme des origines. Et donc, ça, je pense que c'est aussi un apport, et on le voit bien dans tout ce qu'on appelle les besoins du corps et de l'âme, c'est-à-dire des choses qui sont intemporelles, éternelles, donc qui relèvent effectivement du Tao, justement. Il y a une correspondance, il y a un mariage, en fait, qui peut s'opérer de façon très harmonieuse. Et puis il y a aussi l'adaptation à notre temps. Bon, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire justement avec les connaissances, notamment scientifiques d'aujourd'hui. Donc tout ça fait que, eh bien, on part de là, on part de ce qui est nécessaire, et on va élaborer une trajectoire, un point de départ de ce que j'appelle le Tao spirituel. Voilà. Donc ceci étant posé, ça introduit, je dirais, toute la série qui va venir là, qui va donner en fait d'autres éclairages, des explications, parce que parfois ça peut être un peu obscur, c'est pas forcément très très simple, le Tao. On voit bien déjà que là, c'est pas simple, c'est un principe qu'on ne peut pas, qui est insaisissable. Mais on voit bien que par des chemins complètement différents, on arrive à la même chose. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est comme je dis, ça c'est quand on arrive à faire, qu'on retrouve la même solution par différents chemins, c'est que la solution, elle doit être à une certaine pertinence. Donc l'entropie. Donc on va voir pourquoi je parle de l'entropie. L'entropie, déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot? Donc le Tao s'instancie, se manifeste par notre univers, par le Big Bang et par la création de cet univers. Donc notre univers est une manifestation du Tao, une émergence du Tao. Donc qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Qu'est-ce que c'est que cet univers? En fait, c'est une création de vide, et donc de vide qui est de l'espace et du temps. Donc l'espace et du temps, on a trois dimensions spatiales, hauteur, longueur, largeur, et une dimension temporelle, le temps qui passe. Voilà, c'est ça l'univers, qui est en plus en expansion, c'est-à-dire en augmentation, à la fois de taille et dans le temps permanente. C'est-à-dire qu'on voit bien que le temps, il s'écoule, donc le temps écoulé, il ne fait qu'augmenter. Mais l'espace, vous ne savez peut-être pas, mais l'espace se crée en permanence. Depuis 13 milliards d'années et quelques, depuis le Big Bang, l'espace continue de se créer en permanence dans notre univers. En permanence, il y a de l'espace. C'est pour ça qu'il est en expansion. L'espace se crée en permanence. Et tout ça, en fait, ça crée ce que j'appellerais un contenant. D'accord ? Ça, c'est un des premiers aspects, l'aspect fondamental du Big Bang, de notre univers, c'est ça. Mais il a aussi créé de l'énergie et de la matière. Est-elle en quantité finie? On ne sait pas. Ça fait partie des limites de nos connaissances d'aujourd'hui. A priori, oui, mais on ne sait pas, puisqu'il y a tout ce qu'on appelle l'énergie noire et la matière noire qu'on ignore. Donc on peut peut-être le supposer. Mais en tout cas, c'est ce qui est contenu dans notre univers. Et tout ça, en fait, de ces principes-là découlent toutes les lois de la physique, mais en particulier les principes de la thermodynamique. Et l'entropie est une des grandeurs, justement, qui font partie de la thermodynamique. L'entropie, qu'est-ce que c'est? L'entropie, c'est ce qui mesure, en fait, la concentration d'énergie, la structuration de la matière. Donc c'est une mesure comme la température, comme des choses comme ça, en fait. Ça mesure ça. Et donc ça mesure, est-ce que l'énergie est très concentrée ou très diluée? Est-ce que la matière est très structurée? Ou est-ce qu'elle est au contraire très déstructurée? Et donc, dans un système donné, au départ, on va dire que l'entropie est faible. C'est-à-dire que l'énergie est concentrée et la matière est très structurée. D'accord? Donc, il y a un certain ordre, puisqu'on est concentré, la matière est structurée, il y a un certain ordre qui existe dans le système considéré. Au fil du temps, et c'est inévitable, l'entropie augmente.
Ça, c'est une loi justement de la thermodynamique qui a été démontrée par Sadi Carnot au XIXe siècle, un physicien et ingénieur français. Au fil du temps, c'est inévitable. On n'y peut absolument rien. Au fil du temps, inévitablement, l'entropie augmente. Ça veut dire que l'énergie se diffuse, elle est de moins en moins concentrée, et la matière se déstructure. Elle est de moins en moins organisée. En fait, c'est le désordre qui augmente. D'accord ? C'est fatal. On n'y peut absolument rien. Donc, on va toujours d'une situation ordonnée à une situation désordonnée. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on dit qu'il y a toujours augmentation inévitable de l'entropie. On va en donner un exemple avec un tas d'oranges. Prenez un tas d'oranges au départ, qu'on a mis comme ça, qu'on a organisé en pyramide, admettons, en triangle comme là. Donc là, on a un espace minimal et une énergie qui est élevée. Parce que l'orange qui est en haut, si elle vous tombe sur le pied, vous voyez bien que si elle tombe, elle va vous faire mal au pied peut-être. Bon, c'est une grosse orange très, très pesante, admettons. Mais on voit bien qu'il y a une énergie qui est dedans. Si elle tombe, elle va vous faire mal. D'accord ? Donc il y a de l'énergie potentielle dans cette orange. Et puis il y a un espace minimal, ça a d'ailleurs été démontré récemment que l'organisation comme ça, pyramidale, des oranges justement, est l'espace minimal qui peut être occupé par un tas d'oranges. Mais ça a été démontré mathématiquement il y a assez peu de temps, il faut le savoir. Bon bref. Donc voilà l'état initial. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, au fil du temps, inévitablement, il y aura forcément une orange qui va tomber. Sans doute celle qui est le plus haut d'ailleurs, qui est dans la situation la plus instable. Donc l'espace occupé augmente. On voit bien que là, si on fait la surface globale, elle a augmenté. Et l'énergie a diminué, puisque l'orange, elle est déjà tombée, il y a eu de l'énergie qui a été dissipée, donc qui s'est échappée du système, et eh bien, elle a diminué l'énergie. Continuons au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer ? Inéluctablement. Eh bien, il y a d'autres oranges qui vont tomber, il y a un autre côté qui va tomber. L'espace augmente encore, l'énergie diminue encore. Si on poursuit, eh bien on va arriver à une situation comme ça, où est-ce que l'espace augmente toujours et l'énergie diminue toujours. Vous pouvez faire l'expérience avec un tas d'oranges, avec un tas de sable, etc., etc. C'est inéluctable. Ça fait partie des lois, des principes fondamentaux de la nature. Voilà ce que c'est que l'entropie. Donc c'est une loi de la thermodynamique. L'univers, c'est aussi un système. Il obéit à cette même loi. Et l'expansion, justement, en est une raison fondamentale, justement. Comme il s'étend sans arrêt, il y a une dilution fatale du contenu, s'il est fini, dans un contenant qui est toujours de plus en plus grand. Donc là, je vous renvoie à j'ai trouvé cette référence, c'est très bien expliqué, c'est très court. Enfin, franchement, je vous invite à regarder cette référence. Vous verrez, ça reste sur le site également, qui explique très bien justement l'entropie et le moteur de l'univers, et qui finit d'ailleurs sur le concept suivant, qui sera la négantropie. Donc l'entropie, c'est une augmentation inéluctable, c'est une tendance qui est dominante dans l'univers. Là par exemple, vous avez des glaçons qui sont dans un verre, un autre exemple. Donc, au départ, vous avez quelque chose qui est structuré, vous avez un liquide, et puis vous avez, donc ça c'est une première chose, qui est une première structure, et une deuxième structure qui sont les glaçons, qui sont, les molécules d'eau sont structurées de façon en glace, d'accord ? Donc on a déjà deux niveaux de structure, et donc c'est un peu compliqué, quoi. On a un certain ordre. Et bien au fil du temps, les glaçons vont fondre, et à la fin vous n'aurez plus que du liquide. Donc ça sera déstructuré. Vous aurez perdu de l'énergie parce que l'énergie se sera diffusée dans l'ensemble global. En fait, le système, c'est pas simplement le verre. Le système, c'est le verre dans la pièce dans laquelle il se trouve. Alors,
Donc l'augmentation de l'entropie est une tendance dominante de l'univers. Elle résulte de l'expansion spatiale et temporelle de l'univers. Et ce vide correspond, en chinois, le mot pour le vide, c'est le wu. Et peut-être vous avez entendu parler du yue, qui est, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, peu importe, qui est le non-agir, qui est le s'emplir de vide, donc qui est un principe important, enfin fondamental, je dirais même, de la philosophie taoïque. Et donc, on voit bien que, en étant dans cette philosophie, on est en accord avec une tendance, la tendance fondamentale et dominante de l'univers. Donc, on a des chances d'être plutôt pas mal, quoi. Hein. Donc, ça veut dire suivre cette voie, c'est être en accord, quelque part, avec l'univers. Et c'est là où je dis qu'on a un bonus, quelque part, parce qu'en fait, si on va dans cette voie, on voit que les découvertes de la physique, plutôt que comme avec les religions antérieures, de rentrer en conflit avec le spirituel, eh bien quelque part, là, la physique, elle renforce le spirituel. C'était pas du tout, enfin, je m'en suis aperçu en faisant cette émission, mais je me dis, ah, mais oui, effectivement, la physique renforce le spirituel, puisque c'est un principe, justement, c'est d'être dans cette énergie, dans cette tendance dominante de l'univers, de s'emplir de vide, d'être dans le non-agir. Donc de suivre la voie naturelle des choses, en définitive. Si vous suivez la voie naturelle des choses, il y a des chances que ça se passe bien. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un effet de bord, je dirais, qui montre que c'est non anticipé, et qui montre justement tout l'intérêt de la démarche. Passons maintenant à la négantropie, qui est un concept, alors qui lui est un peu plus controversé, mais pour moi je n'ai pas de doute. Parce que, sauf que, ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a des situations où l'entropie diminue, plutôt que d'augmenter. Il y a des situations où l'entropie diminue. Il suffit de vous regarder, vous voyez bien que vous êtes de la matière structurée. Il suffit de regarder les étoiles, il suffit de regarder le ciel. On voit bien que dans le ciel, dans notre espace, dans notre environnement, on a de la matière qui est structurée. Si c'était pas le cas, bien la matière, elle serait tout le temps, elle serait complètement étale, complètement diffusée. Donc on constate bien qu'il y a au moins il y a un phénomène qui contredit cette augmentation perpétuelle de l'entropie. C'est ce qui est appelé négantropie, hein, par des physiciens. Nous allons voir ça. Et donc, mais alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est vrai, hein, c'est incontestable puisqu'on l'observe, les étoiles, etc., le soleil, la Terre, ça existe et on le constate. Ce sont des choses tangibles, réelles. Mais il faut bien se rendre compte que ça ne contredit l'entropie que localement et pour une durée limitée. Donc, en fait, on peut avoir de la négantropie, mais de façon locale et temporaire. Mais en fait, si vous êtes à une plus grande échelle, si vous regardez même une galaxie à une plus grande échelle, à l'échelle de l'univers, l'entropie augmente quand même, malgré qu'il y a des étoiles à l'intérieur de la galaxie. Bon, là, je ne vais pas faire un cours de physique, j'en serais bien incapable d'ailleurs, mais c'est ce qui se passe. Donc, ça ne contredit pas la force principale, mais localement et temporairement, l'entropie peut être, l'augmentation de l'entropie peut être contredite. Et on le constate, c'est un fait incontestable. Puisque c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on a sous les yeux. Alors, donc il y a bien un principe, comme il y a un principe anthropique, il y a forcément bien un principe néganthropique dans l'univers. Il n'y aurait aucune structuration de la matière, elle serait complètement étalée, complètement uniforme. D'ailleurs, à terme, l'évolution, ce qui est anticipée par les astrophysiciens, c'est qu'à terme, effectivement, l'univers va devenir comme ça. C'est-à-dire va devenir complètement étalé, complètement uniforme et complètement froid. Il va être complètement refroidi à l'échelle complètement globale. Bon, ça prendra des milliards et des milliards d'années. Hein. Mais c'est la tendance globale. Mais aujourd'hui, en tout cas, on constate qu'il y a forcément un principe de structuration, puisque c'est ce qu'on observe
factuellement dans notre réalité. Donc, après on arrive là aux limites de nos connaissances, puisque justement, la formation des galaxies, la formation des premières étoiles, eh bien, on n'arrive pas à l'expliquer justement. Parce que pour le Big Bang, normalement, tout l'univers, normalement, il devrait être complètement étalé, complètement à plat. Il ne devrait même pas exister, parce qu'on aurait dû créer autant de matière que d'antimatière, et donc tout aurait dû s'annihiler. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, justement sur ce principe négantropique qui fait qu'il y a une structure plutôt que rien. Et donc, voilà, c'est les limites des connaissances actuelles, hein, sur les formations des galaxies. Mais le fait est qu'il y a forcément ce principe, puisque nous sommes là pour le voir. Alors, c'est un mot négantropique qui a été introduit par Edwin Schrödinger. Schrödinger, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, vous avez peut-être entendu parler du chat de Schrödinger. Eh bien, c'est ce Schrödinger-là, donc quand même un physicien top niveau de la physique quantique, hein, donc c'est pas n'importe qui, hein, qui a introduit ce mot, et qui a été repris par Claude Shannon et Léon Brioulin, notamment dans la science et la théorie de l'information, justement, parce que le désordre, en fait, on voit que c'est lié à la théorie de l'information aussi. Et Claude Shannon, c'est aussi une référence, enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, un physicien et mathématicien très connu. Je ne sais pas s'il était physicien, mais si, il a fait des travaux en physique aussi. Donc, est-ce que c'était purement physique? Bon, je ne sais pas. Mais enfin, c'est quelqu'un de très connu qui a fait pas mal de découvertes importantes. Donc, c'est pas n'importe qui non plus. Et en fait, moi, j'y vois une correspondance, et il y a une correspondance, et ils le font, cette correspondance, avec les notions philosophiques, comme le conatus de Spinoza, ou le vouloir vivre de Schopenhauer, notamment. Donc, cette pulsion de vie, et des notions qui ont été reprises par Michel Serres, bon, qui est décédé il y a peu de temps, et par Jean-Luc Quatsart, notamment, et étendues par Jean-Luc Quatsart, il a introduit la notion de motivationnisme. Et donc, je dirais que tout ça participe, je dirais, d'une même chose qui est le fait que la matière a une tendance à se structurer, et ça correspond précisément, dans la philosophie chinoise, à la notion de qi, ou de chi, il y en a qui disent chi, moi je dis qi, bon. À l'énergie vitale, dans la philosophie chinoise, justement. Donc là, on raccorde les morceaux, hein, d'accord. Donc là, on voit qu'on est, entre la physique et le spirituel, on voit qu'on arrive à établir des correspondances. Et donc, il y a un principe structurant qui pousse la matière à se structurer, et à se structurer toujours plus. C'est, notamment, si on reprend de l'histoire du Big Bang, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les quarks, puis après les nucléons, les protons, les neutrons, puis après il y a les atomes qui se sont créés. Donc vous voyez qu'on structure, la matière se structure de plus en plus, on passe quelque part d'une énergie pure à une structuration de la matière. Les atomes, puis qui s'assemblent pour former des molécules. Alors là, on saute une échelle, mais ces molécules vont se retrouver agrégées dans des nuages, hein, puis qui vont s'effondrer sur eux-mêmes, qui vont former des astres, donc le Soleil, la Terre, etc. etc. Astres qui vont pouvoir diffuser de l'énergie, le Soleil, il émet de l'énergie. Cette énergie, ces astres et cette énergie, cette matière et cette énergie vont pouvoir produire le vivant. Ça, ce ne sont que des choses qu'on observe. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Hein. C'est juste, tout ça, ce sont des faits observables. Et ce vivant, il a une tendance à se structurer de plus en plus. On voit bien que les vivants le plus élémentaires dans l'évolution, on voit bien il y a eu les cyanobactéries, etc. Et puis après, on a eu des plantes simples, etc., qui sont devenues de plus en plus structurées. Et puis pour les animaux comme nous, qui sont un autre règne du vivant, on voit bien qu'on a eu des animaux qui étaient moins structurés, ou plus structurés, avec des structures toujours plus élaborées. Je ne parle jamais de complexité, parce que je parle vraiment de structuration.
Complexité, c'est une notion humaine qui n'a rien à voir. Là, je parle vraiment de structuration. La matière est plus structurée. Nous sommes plus structurés qu'une bactérie. C'est un fait. Et les bactéries sont apparues bien avant nous. C'est un fait aussi. Voilà. Donc on est complètement dans le factuel. On n'est pas dans les histoires. Donc ça, c'est pas mal d'avoir une spiritualité qui est renforcée par, qui a une explication de l'univers et qui est renforcée par les découvertes et par les connaissances scientifiques. Donc, pour aller plus loin sur la négantropie, je vous renvoie à cette référence-là. Il y en a moins que sur l'entropie. Sur l'entropie, vous allez trouver plein de choses, avec des choses plus ou moins simples d'ailleurs à suivre. Et puis il y a aussi, et là je tiens vraiment à le souligner, le Bernard Stiegler, mais qui en fait, à cette occasion, je le connais depuis très longtemps, mais je ne m'étais jamais vraiment suffisamment intéressé à lui, parce que j'étais abonné à sa newsletter, etc., mais j'ai jamais pris le temps, et là je redécouvre, je dirais, là, et lui, donc justement, lui parle de négantropie, il parle de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'âge de l'homme, et qu'on est à la fin de l'anthropocène, c'est ce que moi j'appelle la barbarie. Donc on est complètement raccord également avec, il faut que je creuse un peu plus, mais visiblement on est complètement, en tout cas en adéquation sur la négantropie et le fait que nous arrivons à la fin d'un cycle de l'humanité. Si nous ne rebondissons pas d'un point de vue civilisationnel, c'est mort. C'est tout. Donc, Bernard Stiegler, déjà ça c'est une vidéo d'introduction, mais vous en trouverez d'autres également sur Internet sans problème, c'est très intéressant. Alors, si on doit résumer tout ce qu'on a dit. Une spiritualité est quelque chose d'indispensable à tout rebond civilisationnel. Si on veut échapper à la barbarie, il nous faut absolument une spiritualité solide, réelle, qui soit en adéquation, qui donne une explication du monde en adéquation avec ce qu'on observe. Mais qui soit une spiritualité malgré tout. On est complètement dans le spirituel, avec toutes les dimensions dont je parlais tout à l'heure, tous les champs qui doivent être adressés. La vie, la mort, etc. etc. Nous y reviendrons, tout ça. Là, on explique simplement une des parties les plus importantes, qui est justement l'univers dans lequel nous vivons, une explication de l'univers dans lequel nous sommes. Donc, et je le dis très simplement, tout autre, à l'époque actuelle, toute autre approche est vouée à l'échec. C'est pour ça que je suis très serein. Je dirais, c'est comme je suis vraiment dans un principe taoïque de sérénité, puisqu'il adviendra ce qu'il adviendra. Si on ne va pas vers le rebond civilisationnel, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres approches sont vouées à l'échec. Si vous n'avez qu'une approche spirituelle, ou qu'une approche politique, ou qu'une approche sentimentale, ça ne marchera pas. Il faudra que tout ça s'agrège, suive une même voie, une même orientation, une même direction globale, un même sens, pour aboutir à un rebond civilisationnel. Mais il y a urgence, là, il faut s'en occuper sérieusement. Donc, mais toutes les autres approches sont vouées à l'échec. Si pour raccrocher par exemple à 2022, si c'est juste proposer un programme, un autre programme, un énième programme, que ça passe ou pas, ça ne changera rien à tout ça. C'est voué à l'échec malgré tout. Donc on est vraiment, là, je vous le dis, très simplement, c'est la seule voie possible. C'est la seule. Une voie comme ça, ou parallèle, mais c'est dans cette direction-là, en tout cas, c'est sûr. Le Tao correspond aux critères qu'on avait posés au mois d'août dernier. Donc c'est parfait, il va même au-delà. Il va même au-delà, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on a eu un effet de bord qui n'était pas anticipé, qui va complètement dans la direction proposée. Donc on a trouvé, je pense qu'on a vraiment la base philosophique, s'ancrer dans le passé, s'ancrer dans un passé multimillénaire en plus, je pense que c'est construire vraiment sur des briques les plus solides. L'entropie, eh bien, elle est en augmentation perpétuelle, elle mesure le désordre qui est sans cesse croissant. C'est en fait une création de vide et de temps. Et l'anégantropie, c'est le principe inverse, c'est un principe de structuration de la matière que l'on observe. Mais il est forcément local et temporaire, puisque l'augmentation de l'entropie
est la force, entre guillemets, dominante dans l'univers. Alors, pardon, j'étais un petit peu vite, j'ai raté et le qui, c'est très important. Donc, c'est une autre façon d'appeler la négantropie. Hein. C'est pour ça que je parle d'entropie et de négantropie, qui est le langage des physiciens. Mais c'est pour bien montrer que entre le langage des physiciens et le langage spirituel, entre le Tao, qui correspond à cette augmentation perpétuelle du vide, et le Tao, il contient tout. Il contient le Qi aussi. Hein. Il contient tout. Mais il se manifeste notamment et principalement par cette augmentation perpétuelle du vide et du temps. Ça correspond très précisément à l'augmentation de l'entropie qu'on observe. Donc on a vraiment une correspondance entre les notions spirituelles et les notions physiques. Les noms sont différents, mais quelque part, c'est la seule chose. Et le Tao, il comprend tout, mais il comprend aussi le Qi, qui est l'énergie vitale, qui est la négantropie, qui est le vouloir vivre, toute cette volonté, entre guillemets, qu'on observe de la matière à vouloir se structurer, fût-ce temporairement et localement. Donc voilà, et le Qi, en fait, c'est ce qui correspond au concept, là pour le coup ça correspond parfaitement, entre la négantropie et le Qi. Alors, le Tao, si on reprend en résumé, donc on a le Tao, hein, qui est symbolisé par un cercle comme ça, donc qui est un principe externe à notre univers, mais qui en contient le principe, hein, c'est le plan, entre guillemets, de notre univers. Et donc, au travers du Big... Ah, excusez-moi, décidément, ça va pas bien. Survient le Big Bang. Alors, survient, c'est pas le mot, puisque le temps n'existe pas, puisque le temps est créé en même temps que le Big Bang, en même temps que l'espace. Avant, pour ça, quand on dit « qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang », c'est juste une question qui n'a aucun sens. Ça n'existe pas. C'est en amont. Mais c'est pas avant. Le temps, comme l'espace, a été créé en même temps dans notre univers. Le temps et l'espace sont créés en même temps. Il n'y a pas de avant. Il y a un temps zéro. Et ce temps zéro, ça n'existe pas avant. Il peut y avoir un principe en amont. C'est ce qu'on appelle ici le Tao. Mais rien d'autre. Il n'y a pas de avant. Et donc, survient le Big Bang. Et on symbolise notre univers de cette façon-là. Hein, avec un cercle qui se divise en deux, en définitive. Avec, d'une part, le vide, le néant, qui est l'augmentation de l'entropie. D'accord ? Et, de l'autre côté, le Qi, le principe vital, la négantropie, qui est justement l'opposé et qui est la structuration de la matière par opposition à cette expansion éternelle du temps et du vide. Et donc, voilà l'univers, voilà la cosmologie, le cosmos dans lequel nous évoluons, et donc avec un accrochage, je dirais, entre les notions donc, de Tao, de Qi, de vide et les notions physiques qui correspondent. Donc, et ça, c'est qui symbolise le cercle avec un S au milieu, c'est notre univers. Alors, je renvoie également alors pas complètement en raccord avec ce que je viens de dire là, hein, mais ça donne déjà quand même une idée, c'est assez approchant malgré tout, avec ce qu'il y a sur cette URL que je mets dans ce rectangle orange. Donc, je vous invite à le lire, ça explique un peu d'une autre façon, donc c'est assez intéressant, même s'il y a quelques petites différences par rapport à ce que j'ai présenté là. C'est tout l'intérêt justement du Tao spirituel. Donc vers le Tao spirituel. Donc par exemple, c'est justement les limites qu'on va pouvoir voir, c'est que par exemple, dans le Tao Te Ching, il est dit « Nous joignons des rayons pour faire une roue ». D'accord ? Rayon d'une roue, d'accord ? Mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. C'est certes vrai, donc là on retrouve la notion de vide, hein, la notion justement du vide du moyeu de la roue. Sans ce vide, effectivement, la roue ne pourra pas fonctionner, c'est indispensable. Mais il ne faut pas oublier que la roue,
ce n'est pas que du vide. Il faut aussi qu'il y ait les rayons et l'axe de l'essieu. Sinon, ça ne marchera pas non plus. Et c'est un peu le biais, c'est un des paradoxes justement du Tao, c'est qu'on insiste beaucoup sur le vide, sur le non-faire, etc., qui est la force majoritaire, et c'est donc tout à fait naturel d'insister là-dessus, mais il faut faire attention de ne pas avoir un biais inverse et de nier par trop, justement, l'énergie vitale, le principe vital, le ki, justement. Donc ça, c'est un peu un biais, je dirais, une limite du Tao tel que philosophique, tel qu'on l'a. Mais on peut le comprendre aussi, puisque bien souvent, les gens ont une tendance à vouloir agir, et les ramener à la raison. Et souvent, je dirais, il a tordu le bâton un petit peu dans l'autre sens pour justement ramener à plus de calme et de raison, et d'être en accord avec notre univers. Voilà. Voilà donc pour cette présentation. La semaine prochaine, on revient sur Terre, on va dire, donc avec liberté, égalité, fraternité, la nation indépassable. Nous allons voir comment s'articulent ces trois mots dans notre République. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est surtout, c'est la notion de fraternité, en définitive, qui est importante dans cette émission, et en quoi c'est elle qui fait, en fait, que la nation est indépassable. Vous allez voir que c'est fondamental, en définitive. Alors, ça s'applique tout particulièrement à la nation française, mais ça pourra être généralisé à d'autres nations, bien évidemment. Voilà. Je vous rappelle également, autre action, là pour le coup, diffuser les mini-cartes autour de vous, populariser l'initiative Une perspective, la 6ème République. Si on veut échapper à la barbarie, eh bien je pense qu'on est sur la bonne voie, on est sur la voie. Le Tao, c'est souvent traduit par la voie. Moi, j'aime pas trop cette traduction, mais bon, je pense que là, pour le coup, on est sur la seule voie que l'on puisse emprunter. Eh bien, si vous êtes dans cette optique, eh bien, commandez-le, diffusez-les autour de vous. C'est pareil que pour le manifeste, vous envoyez vos règlements et vos commandes à l'adresse suivante. C'est prix coûtant, hein. Moi, je gagne au zéro. Moi, là-dedans, je gagne rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent. On est là pour réussir. Le reste, je m'en fiche complètement. Il faut réussir. C'est tout. C'est le qui m'amène. Hein. C'est l'énergie vitale qui nous amène. Et les Macron, etc., eux, ils sont le vide, et eux, ils nous amènent vers le vide, ils sont le mal. Et nous sommes le bien, et nous voulons, justement, et c'est le qui nous amène. Et nous reviendrons certainement dans une émission, justement, entre ces distinctions entre le bien et le mal, qui n'existent pas trop dans le taoïsme, enfin, qui existent quand même, mais qui n'est pas trop exprimée, mais qui est importante, justement, et de voir comment ça s'articule. Nous en parlerons dans une autre émission. Reprenons espoir, nous le pouvons, nous sommes sur la bonne route, nous traçons la bonne voie. Donc ça peut nous rendre vraiment optimistes, parce que les autres, ils ne proposent aucune solution. Vous prenez Michel Onfray, vous prenez Zemmour, vous prenez Marine Le Pen, Mélenchon. C'est quoi leur solution? Vous croyez que ça va nous sortir vraiment, véritablement, de la crise de civilisation dans laquelle on est? Il n'y a aucune chance. Quand on voit la cancel culture, faut unir et abolir toutes les cultures et tout ça, c'est ça la philosophie qu'ils ont aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est un nihilisme absolu. Non. On peut reprendre espoir. Eh bien, nous avons cet optimiste, et cette voie, elle est tracée, elle est là. Alors, un autre sujet, donc Chronique des barbaries de vendredi prochain, hein, rien à voir, là, on revient vraiment sur Terre. Donc c'est après les affrontements entre bandes, c'est donc les remarques de Philippe Arnaud, donc qui est quelqu'un qui fait partie des amis du monde diplomatique, et donc qui a fait un article que je trouvais très intéressant, que je vous invite donc à lire, hein, et qui va justement un petit peu à contre-courant en disant, alors il ne dit pas avec ces mots-là, hein, il dit mais non, on ne va pas vers la barbarie, etc. Il y a quand même... Eh bien, j'essaierai justement de confronter ça avec justement le fait de dire que je crains malheureusement que nous allions réellement vers la barbarie. Reprenons espoir, rejoignez l'initiative, inscrivez-vous sur le site, participez au questionnaire sur
répondez aux questions donc, du questionnaire sur la consultation, sur les mesures du plan d'urgence, commandez l'émergence, commandez les mini-cartes, et puis voilà. Donc moi je vous dis à la semaine. Excusez-moi, j'ai coupé. Donc je vous disais, je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains numéros des Mercredis de l'Espoir. Et puis à vendredi pour la chronique des Barbaries. Bonne soirée, au revoir.